Bonjour, je m'appelle Jade de Brito, je suis étalonneuse, réalisatrice et mannequin. Alors moi, j'ai commencé l'étalonnage après la fac. Enfin, pas vraiment après la fac, je l'ai jamais fini, la fac. Pour être honnête, j'étais pas très scolaire. Je suis rentrée, moi, en fac de droit et je venais d'arriver en France. Je me suis dit qu'il fallait faire une fac. Et ensuite, j'ai changé, je suis allée en cinéma. Et très vite, je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup d'années perdues. Bon, j'ai aucun problème avec la fac, hein, c'est génial les gens qui font, mais moi je suis quelqu'un d'hyperactive et j'avais besoin d'être sur le terrain, j'avais besoin de savoir qui j'étais, je savais que je voulais être dans le cinéma, mais je savais pas du tout encore dans quoi. Je voulais être chef-op à la base, mais ça c'était il y a longtemps et en fait je m'étais dit femme chef-op, je suis pas sûre. Et en plus il fallait faire une école et en fait je m'étais dit bon, rentre dans un labo, vois ce qui te plaît là-bas et on verra. Donc j'étais assistante monteuse au tout début, je faisais de la synchro dans un très grand labo pour des longs métrages. Et un jour, je suis rentrée dans une salle d'étalonnage d'un étalonneur qui s'appelle Lionel Cop et qui travaille encore aujourd'hui. Et je me suis dit, «Ce métier est incroyable». C'était dans un très grand labo qui existe encore, aujourd'hui, mais qui a changé de nom et la salle d'étalonnage était comme une grande salle de cinéma. Moi, j'étais toute jeune et l'étalonneur était devant cet énorme écran et il était là à changer des tout petits détails. Il avait de la musique classique à fond et je m'étais dit: «C'est c'est incroyable». J'ai trouvé ça magnifique. Je trouvais que c'était comme un sanctuaire, quoi. Et en plus, moi, je suis un peu geek de base. J'aime beaucoup être seule aussi, donc je m'étais dit: «C'est parfait pour moi». Je vais être dans ma salle noire, dans mon petit univers et en fait, je lui ai demandé, j'ai demandé à mon patron à l'époque, à côté de mon taf assistante monteuse, passer du temps dès que je peux avec Lionel pour apprendre. Et donc, chaque fois que je faisais mes synchros, je finissais très rapidement mes synchros. Je passais en étalo et puis petit à petit, il me donnait des petites missions, genre raccorder une scène. Du coup, j'ai resté là jusqu'à 5 heures du matin parfois pour faire au mieux possible. Je dormais sur place même parfois parce que je voulais vraiment faire du bon travail et j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Je trouve qu'on peut raconter énormément d'histoires par la couleur et par les contrastes et moi, c'est ce qui m'a émue dans ce travail. La première fois que j'étais dans une salle d'étalonnage, je trouvais ça incroyable comment on pouvait à travers juste une colorimétrie bien choisie et qui va avec la narration, vraiment toucher les spectateurs. Souvent en fiction, on crée les équipes assez tôt dans la production, ce que j'adore moi, parce que j'aime beaucoup moi faire partie d'une équipe avant même que le projet soit tourné, parce que je peux le suivre de A à Z. Ça m'est même arrivé de recevoir des rushs pendant que le tournage était en cours, pour déjà faire des tests et voir vers où on pouvait aller. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc c'est dans le meilleur des cas, évidemment, on peut pas tout le temps le faire parce que le temps ne nous permet pas et ni l'argent. Mais dans le cas idéal, on commence une discussion relativement tôt. Là, par exemple, je vais étalonner un documentaire et avec le réalisateur, on est en train de discuter déjà de look. Il a envie que ce soit un documentaire qui soit relativement cinématographique et assez léché en images. Donc on commence déjà à mettre en place une conversation avec des refs, surtout les refs. Moi, j'adore travailler avec des références parce que évidemment, c'est très visuel. Et moi, ça va me permettre de savoir où mettre ma jauge, de me dire, oula, ok, lui, il est pas fan des images très contrastes, donc je vais, moi, m'adapter. En clip ou en publicité, par exemple, c'est assez différent. On n'a pas trop le temps de faire tout ce travail en amont. Donc, parfois, ça m'arrive, surtout quand je connais les chefs-op. Donc, souvent, par exemple, un chef-op va me dire, bah, là, je vais tourner quelque chose, ça va être tourné en 35 millimètres, en 16 millimètres, par exemple. J'aimerais bien que ce soit toi. On va tourner dans telle condition. Donc moi, je sais en amont, je pourrais me préparer. J'aime vraiment arriver en étalonnage en me disant: «OK, je sais ce que je veux faire, et maintenant ça va être que de la créa et ça va être fun». Et surtout en publicité, on n'a pas trop le temps de s'amuser. Enfin, c'est le temps est vraiment compté. Donc il faut vite arriver en session et se dire: «OK, je sais où on va aller et faut aller vite». Alors, je pense que la proportion de ma patte à moi dans un étalonnage, elle est aujourd'hui plus grande qu'avant. Parce que évidemment, quand tu es jeune, tu passes souvent par une phase où tu veux beaucoup travailler, donc tu bosses avec beaucoup de chefs-op et puis tu te cherches aussi. Je pense qu'avec le temps, comme ça fait quelques années que je fais ce métier, j'ai découvert aussi qui j'étais. Donc les gens, de plus en plus, viennent aussi vers moi, pour ça. Après, c'est le travail aussi de tout technicien, de tout chef opérateur, de tout, étalonneur, de tout monteur, c'est aussi de s'adapter, quoi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le contraste, je suis quelqu'un qui aime la saturation.
à certains endroits bien choisis et j'aime les images assez fortes, assez cinématographiques, des noirs assez profonds, et je sais que c'est pas le cas de beaucoup de gens avec qui je travaille, donc évidemment je m'adapte. Mais je sais aussi que les gens viennent aussi parfois me voir parce qu'ils ont vu des références et ils veulent ce que je peux moi créer naturellement. Quelqu'un qui va m'envoyer par exemple 5 clips où je vais clairement me dire: «Ouh là là, cette personne elle aime quand c'est saturé», parce qu'elle va m'envoyer 5 clips où la saturation est assez forte. Je me dis: «Bon, j'ai un univers, je sais ce qu'elle veut, je sais ce qu'elle aime». Donc ça, même si c'est des intérieurs qui ont rien à voir avec ce que la personne a réellement fait, je vais me dire: «OK, c'est ce qu'elle aime» et ça va m'aider à comprendre mieux son univers. Je sais pas si c'était exactement mon premier projet, mais c'était un documentaire et pour être complètement honnête, ça s'est pas très bien passé et je pense que c'est important de parler de nos échecs parce que c'est la vie, parce que quand on est jeune, c'est pas un métier qui est facile parce que c'est un métier où très vite on se retrouve face à des, enfin moi en tout cas, j'ai la chance d'être face à des grands réalisateurs très rapidement et on a fait face à des gens qui ont des visions, mais l'étalonnage, c'est pas quelque chose de palpable, c'est quelque chose de quand même très abstrait et quand quelqu'un essaie de nous communiquer avec des mots ce qu'ils veulent, c'est pas évident de tout de suite comprendre. Et donc moi, mon premier vrai documentaire, je me rappelle, c'était très dur parce que j'avais du mal à comprendre ce qu'elle voulait. Les mots sont pas faciles parce que contraste pour quelqu'un n'est pas le même contraste pour quelqu'un d'autre, saturation n'est pas la même chose. Et c'est pas aussi palpable que le montage. Par exemple, le montage, on va dire raccourci d'une seconde, ou c'est des choses qui sont très nettes. On peut mettre vraiment des mots dessus et donc je me rappelle de vraiment pas du tout avoir les solutions, les armes pour comprendre ce qu'elle voulait. Ça reste un métier artistique, comme tout métier artistique, ça touche à notre personne quand quelqu'un n'est pas vraiment content. Cet échec que j'ai vécu là, où j'étais toute jeune, on m'a mis un gros documentaire entre les pattes et j'ai dû faire comme je pouvais, où ça a été très dur. Il a été assez beau parce que déjà je l'ai fini le film et on a fini, il est sorti. Mais surtout, il m'a appris comme n'importe quel métier, hein, c'est valable pour, c'est une leçon de vie valable pour tous les métiers. C'est ne pas abandonner quand c'est dur, quoi. Ne pas abandonner quand on n'arrive pas à faire quelque chose. Et si on est convaincu que c'est un métier qu'on aime, il faut y aller avec passion, quoi. Ah, moi, je suis partie à Cannes une fois et c'était pour un film qui s'appelle Personal Shopper de Olivier Assayas. J'avais travaillé dessus, du coup, avec UNL et ça faisait partie des gros projets sur lesquels j'avais été assignée en tant qu'assistante étalonneuse. J'avais une grande part dessus parce que à l'époque, on prenait beaucoup de films et donc il y avait beaucoup de projets et Lionel avait beaucoup de travail. Donc moi, je devais étalonner des scènes entières. Et lui me laissait des références et je devais étalonner. Et lui, en fait, il repassait le matin pour retravailler les scènes avec le chef opérateur. Moi, je faisais toute la séance avec eux pour voir les modifs. Et après, on faisait un roulement. Et je restais le soir pour retravailler les scènes et avancer un peu sur le reste. Et donc, j'ai énormément travaillé sur ce film, nuit et jour. Et en fait, il fallait aller à Cannes pour faire une vérif de la projection. Et donc, ça a été un grand moment pour moi parce que je me suis retrouvée dans la salle de projection à Cannes avec le projecteur, le chef-op, donc Yorick Le Sceau, qui est un très grand chef-op. Et du coup, à regarder cet énorme écran et être là, OK, est-ce que ça ressemble à ce que nous, on avait? Est-ce que c'est proche? Est-ce qu'il faudrait baisser la luminosité, augmenter la luminosité? Et donc, je me suis rendu compte pour la première fois que notre travail avait de l'importance. Je pense que c'est un métier qui est de plus en plus connu, mais qui n'était pas si connu il y a quelques années, qui était en tout cas sous-estimé. Parce de son, enfin, non, son importance était sous-estimée. Encore beaucoup de gens aujourd'hui connaissent pas trop l'étalonnage, enfin des gens qui ne travaillent pas dans ce métier, alors qu'ils vont vraiment connaître le montage, ils vont vraiment connaître le mix. Mais tu parles d'étalonnage, moi je explique souvent mon métier à des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Et donc c'était une grande satisfaction de voir et de me dire, OK, donc en fait ça a une importance. On nous demande de venir vérifier, c'est parce que ça a une importance. On voit l'image en grand, on voit que c'est bon, on voit que ça va toucher les gens. Et si ça avait été moche, le film aurait touché moins de personnes. Enfin, après, c'est vraiment une déformation professionnelle. Quand je regarde un film, par exemple, à la télé, au cinéma ou même sur mon ordi, je me rends compte que si le film est pas beau, ou en tout cas pas à mon goût, j'ai du mal à m'accrocher. Je pense qu'un étalonneur doit avoir quand même un peu de goût. Doit quand même avoir un peu de goût, un peu de culture cinématographique. Doit avoir aussi un sens de l'écoute parce qu'on a quand même le bébé de quelqu'un entre les mains. Souvent, quand on fait de la fiction ou même du clip, c'est souvent des gens qui ont bossé dur pour en arriver là. C'est souvent des gens
Encore une fois, dans la fiction, ce sont des gens qui travaillent sur ce scénario depuis longtemps. Ce sont des réalisateurs qui bossent sur ce projet depuis 2 ans, 3 ans, peu importe. Donc, c'est important pour eux. C'est très important pour eux que tu puisses comprendre leur vision des choses, que tu puisses voir où ils veulent aller. Donc, il faut les écouter. Il faut savoir comprendre. Il faut savoir être patient parce que souvent, on va dire, ouf, c'est pas ça. On est presque, et donc il faut toujours pas se braquer et dire ok, bon, on va essayer autre chose. Il faut être créatif, sortir de sa zone de confort et pas rester bloqué dans son goût personnel et se dire ok, je vais peut-être essayer un truc qui m'en ressemble pas trop, mais ça va être cool. C'est des métiers où il faut se renouveler, c'est des métiers qui sont aussi techniques. Il y a des caméras avec des codecs différents. Il y a ce qu'on appelle faire la confo, qui est faire la prépa pour le projet. En fait, il y a tout un aspect technique qu'il faut savoir. À part si tu as un étalonneur avec 10 000 assistants, parce que dans quel cas, tu n'es pas obligé de savoir tout ça. Mais en tout cas, il y a toute une étape technique à savoir. Il faut vouloir la connaître. Il faut s'éduquer là-dessus. Il faut connaître les caméras. Il faut savoir de quoi parle un chef-op quand il parle de log, etc. Enfin, ça, c'est juste un des termes techniques. Mais quand on parle d'une confo, est-ce que, de quelle manière va-t-on faire? Qui va le faire? Est-ce que combien de temps ça va prendre? Est-ce qu'on étalonne sur du RAW ou non? Est-ce que tout un truc technique où il faut quand même être un peu motivé parce que c'est pas non plus le truc le plus excitant du monde que de se tenir au courant des choses techniques. Mais il faut passer par là, donc il y a tout ça. Et puis c'est un métier aussi qui change énormément. Les programmes type DaVinci sont tout le temps en évolution, donc il faut tout le temps se tenir au courant. Et puis il faut se renouveler aussi artistiquement parce qu'au bout d'un moment aussi, c'est un métier qui peut vite être redondant. Donc il faut aussi s'auto-renouveler, s'auto-exciter, se dire ah, c'est dingue, j'ai jamais fait ça. Ou moi, par exemple, il y a quelques années, j'ai vachement commencé à bosser avec de l'argentique. Les gens aussi viennent beaucoup me voir pour ça parce que je sais pas, je me suis fait une réputation là-dessus, mais en tout cas, j'avais déjà fait un peu d'argentique et quand j'ai recommencé à en faire, je me suis dit oh, mais j'adore ça. Et en fait, ça m'a redonné une excitation. Et après, c'était le 35 aussi, donc j'ai vachement étalonné 35. Et à chaque fois, c'était j'adore quand on vient me voir pour essayer des trucs nouveaux. Il faut toujours essayer de se renouveler parce que c'est le côté fun de notre métier, quoi. J'ai travaillé chez Film Factory parce que le père de mon ex est réalisateur. Il avait travaillé avec Film Factory. Et du coup, je suis arrivée là-bas par piston. Moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir effectivement travaillé dans des labos qui ont fait que j'ai rencontré des gens. Moi, j'ai cette chance énorme qu'ont peut-être pas eu d'autres gens. Quand on n'a pas ça, quand on n'est pas pistonné, quand on connaît pas de personnes, il faut démarcher. Donc, il faut aller voir les boîtes de prod, il faut aller montrer qu'on veut et il faut faire des projets et il faut les communiquer avec les personnes. C'est hyper important quand tu veux commencer, qu'on sache que tu existes. Et aujourd'hui, on est dans une époque où Instagram est une plateforme magnifique pour ça. Beaucoup de gens me trouvent via Instagram aussi, surtout à l'époque parce que je postais beaucoup de ce que je faisais en étalonnage. Et du coup, montre ton travail, quoi. Montre ton travail, fais des sites, poste-le, c'est hyper important. J'ai grandi, moi, pas du tout, j'ai grandi au Vietnam, et je suis née au Brésil, et je suis pas du tout grandi dans une famille de cinéma, et j'ai pas du tout, grandi dans un milieu où je pouvais croire, que je pouvais, vraiment faire ça. C'est quelque chose qui était très lointain pour moi. Quand je suis arrivée en France, je connaissais personne, j'avais juste mon ex avec moi, je faisais du droit, j'avais postulé à des écoles d'art, j'avais pas été prise. Pour moi, c'était un milieu qui était pas du tout accessible pour moi, en fait. Je sais pas si c'est personnel ou si c'est générationnel ou voilà, mais en tout cas, je pense que si moi j'ai de la chance effectivement d'avoir eu le père de mon ex qui m'a apporté, qui m'a fait rentrer dans cette boîte de post-prod. Je me demande si je l'avais pas connu, si j'avais vraiment, si j'aurais pu. Après, c'est des préjugés qu'on se met à nous-mêmes la plupart du temps, de se dire bah voilà, moi par exemple, je voulais vraiment être chef-op. Heu, C'était vraiment mon rêve et je connaissais aucune chef-op femme à l'époque, de mon entourage. J'en entendais très peu parler. Et pour moi, c'était impensable, en fait. C'était impensable qu'une femme, une petite femme comme moi pouvait devenir chef-op. Pour moi, en fait, pour faire une école de cinéma, il fallait avoir de l'argent, chose que moi, ma famille n'avait pas. Il fallait avoir une culture cinématographique dans le sens où on avait déjà bossé, on connaissait des gens, quelque part, on touchait ce milieu déjà d'un doigt, chose que je n'avais pas du tout. Pour moi, je savais que j'allais devoir
quelque part me battre pour y arriver, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui est une tarée du taf. Dans n'importe quel taf que j'ai été, j'ai toujours été une dingue du taf, surtout à l'époque de Film Factory. Enfin, on avait une masse de travail assez énorme. Et quand je disais que je dormais là-bas, c'était vraiment pas du tout un euphémisme. On dormait vraiment là-bas. Je me rappelle que j'avais mes sous-vêtements, ma brosse à dents. Après, c'était aussi des grands labos. On bossait comme des oufs. Donc, j'ai ça en moi de bosser comme une tarée. Et moi, surtout, j'avais besoin de m'auto-prouver que j'étais capable de faire ce job et que j'étais capable aussi de bosser avec des réalisateurs. Et donc, moi, très vite, j'avais un besoin de travailler, quoi. Donc, je prenais tout, quoi. Je prenais tout dès qu'on venait vers moi. Et dès que j'entendais parler d'un film, j'étais «Ah, je suis étalonneuse!» Donc, moi, je conseille à tout jeune d'y aller, quoi. D'y aller parce que même si ça reste un métier où on est beaucoup moins que les monteurs, beaucoup moins que les mixeurs, etc., il commence à avoir de plus en plus d'étalonneurs. Il commençait surtout à avoir des cours d'étalonnage en école. Quand j'étais à la fac, j'en avais jamais entendu parler, moi, d'étalonnage ni en fac ni à l'école. Donc, ça commence à être un truc, chez les Lumières maintenant, ils font ça. Dans beaucoup d'écoles maintenant, il y a un domaine étalonnage. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est fais le plus de projets possible, entraîne-toi, regarde comment font les autres. Parce que chaque étalonneur a sa petite sauce. Il y a plein de petits secrets, il y a plein de petites choses à savoir. Heu, c'est un métier où, il y a tellement une infime possibilité. Un rush peut être étalonné de 1000 façons différentes. Et donc le deuxième conseil que je donne, c'est regarde comment travaillent, les étalonneurs que tu admires. Fais des stages, parce que moi, je sais que ça m'a énormément formée. Rien que de rester là pendant plusieurs heures à regarder, à me dire: «OK, pourquoi est-ce qu'il a fait la peau comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a contrasté comme ça?» Regarder aussi comment les étalonneurs interagissent avec les réalisateurs, regarder tout ça parce que c'est tout un procédé et c'est très important de savoir comment ça se passe. Je suis autodidacte. Après, je pense que beaucoup d'étalonneurs le sont. C'est pas un métier qui demande personnellement, je trouve, hein, ça c'est mon avis, qui demande à faire beaucoup d'études. C'est un métier qui demande à juste, être hyper, curieux, être relativement technique, et avoir un peu de niaque et avoir envie. Je conseille de faire des écoles, pas pour l'aspect, hem, scolaire, mais pour l'aspect, contact et l'aspect, terrain de jeu. Parce que quand on est jeune, on a besoin de s'entraîner, on a besoin de se casser la gueule, on a besoin d'essayer des choses et l'école est un énorme outil pour ça. Alors moi, je conseillerais à tous les jeunes de faire des projets fauchés. C'est hyper important parce que, bah, déjà, beaucoup de projets sont fauchés et moi, les plus beaux projets sur lesquels j'ai pu travailler étaient des projets qui avaient pas d'argent et c'est là où tu t'entraînes aussi parce que, quand on travaille sur des projets qui ont pas d'argent, souvent on travaille par passion. Souvent, tous les gens qui travaillent sur des projets où il y a pas d'argent, c'est les gens qui ont fait ça par volonté, par amour du cinéma, par amour de vouloir faire juste une belle image ou juste quelque chose de cool. Donc déjà, pourquoi on fait ce métier? Parce qu'on aime ça, parce qu'on aime les images, parce qu'on aime les choses qui font du bien. Donc c'est hyper important et parce que c'est un énorme terrain de jeu et un énorme terrain d'entraînement, quand tu es jeune et quand tu as besoin de te faire tes armes et tu as besoin de te faire ton site. Donc moi encore aujourd'hui, je m'estime pas du tout, être passée au-dessus de ça. Le côté galère de notre métier, ce sont les salles parce que, bah, notre métier demande, à avoir un matériel, contrairement à un monteur qui a juste besoin d'un ordi. Un ordi qui fonctionne, mais un ordi juste un ordi. Nous, on a besoin un minima d'un écran, calibré, qui coûte quand même un petit bout de thune. On a aussi besoin d'un ordi qui quand même puisse, gérer des gros rushs, puisse gérer quand même un workflow qui puisse être lourd, parce qu'on va pas tout le temps étalonner sur des petits rushs. Il y a des gens qui vont travailler, des chefs-op qui vont travailler sur du Red Raw, par exemple, qui pèse très lourd. Donc ça coûte cher tout ça. Une station, ça coûte cher. Quand on est jeune, évidemment, on n'a pas l'argent de s'acheter une station, donc il faut en louer. Ça coûte de l'argent, donc il faut l'expliquer aux boîtes de prod. Genre, mais moi, c'est pas moi, hein, c'est la salle c'est la salle qui demande tant d'argent. Donc c'est toujours une petite bataille, mais il faut faire des projets qui n'ont pas d'argent. C'est très important. Quand souvent on est étalonneur freelance et qu'on doit faire soi-même sa confo, soi-même son étalonnage et puis soi-même ses exports finaux et soi-même son suivi de post-prod, et que à côté de ça, on commence un nouveau projet et que l'autre projet, il y a encore des retouches et donc on travaille jusqu'à minuit pour faire les retouches de l'autre alors qu'il y a un autre projet qui a commencé et puis il faut faire des exports
Et Dieu sait que les machines sont capricieuses. Donc, on fait des exports qui durent à peu près 45 minutes, tout ça pour que l'export plante et qu'on se retrouve à refaire des exports. Ça, c'est les plus grosses galères. Moi, j'ai passé des nuits entières, surtout quand on travaille sur des longs métrages. Moi, à l'époque où je bossais à Film Factory, on fait ce qu'on appelle des sorties finales pour des DCP. Donc, c'est le format qu'on fait pour les salles de cinéma. Donc, on fait des exports DPX qui peuvent prendre jusqu'à 8 heures pour un long métrage. Et nous, on travaillait sur des deadlines qui étaient très serrées parce que le film avait été prêt à Cannes, donc il fallait très très vite faire des DCP parce que les DCP doivent checker et s'ils sont pas bons. Bref, s'il y a un problème, il va falloir se retaper. Déjà, il faut se visionner tout le film. Enfin bref, c'est quand même un processus qui est très très long. Donc moi, un de mes tafs, c'était de rester toute la nuit, donc de dormir. Et j'avais un réveil toutes les 3 heures pour checker que mon export se passait bien. Et donc, je dormais sur le canapé, je me levais mon petit réveil, j'allais checker, l'export se passe bien, et je me rendormais. Et non, il y a énormément de galères techniques, surtout quand on est freelance. Quand on travaille dans des grands labos, on peut toujours compter, dans des grands labos, on a toujours un chef technique, on a des assistants, donc on peut être un peu plus tranquille. Quand on est étalonneur freelance et qu'on travaille seul, il faut absolument avoir comme une base technique parce que si tu as un problème avec ta machine, c'est DaVinci RAM, si ton export plante et tu sais pas pourquoi, si tu te rends compte que tu n'étais pas dans le bon espace colorimétrique depuis le début et que ton export il sort et que ça ressemble pas du tout à ce que tu avais, il va falloir que tu le comprennes, il va falloir que tu saches pourquoi, il va falloir que tu expliques pourquoi au client, pourquoi est-ce que c'était pas comme ça, pourquoi son export est pas bon. Donc ça m'est déjà arrivé, quoi. Ça m'est déjà arrivé de travailler dans un mauvais espace colorimétrique et de devoir recommencer tout de zéro parce que mais bon, c'est des coups qu'on se prend dans la gueule et puis après on le saura. Puis la prochaine fois, on se dira: «Ouh, attention, je dois checker que tout est bien, que mon projet est bien, organisé». Donc il y a une part de technique, à savoir et à maîtriser, ouais. Ma plus belle rencontre, je pense que ça a été aussi mon plus gros projet et ça a été un documentaire que j'ai étalonné pour Yann Kounen. Et donc, ça faisait partie d'un de mes premiers projets. En fait, je dis premier projet pour beaucoup de mes premiers projets parce que comme j'ai travaillé dans un labo où on avait une cadence énorme, on les enchaînait. Et donc, en fait, tout m'est arrivé très, très, très vite et j'ai eu vraiment plein de projets à la fois. Moi, j'avais regardé 99 francs quand j'étais jeune, mais de me retrouver dans la même salle que quelqu'un comme ça, de travailler avec lui main dans la main d'être là et de pouvoir partager sa vision des choses, c'était dingue. Donc ça, c'était quand même une expérience assez folle. Quand j'étais chez Film Factory, j'ai eu une énorme chance de bosser avec 2 grands chefs-op notamment, qui sont un peu des piliers du cinéma français en tout cas, qui sont Yorick Le Sceau et Pierre Haïm. C'était un des premiers aussi il savait que j'étais assistante de Lionel, à me donner un clip et c'était un de mes premiers projets pour Raphaël, pour le chanteur Raphaël. Donc j'étais toute jeune et c'était en 16 millimètres et c'était en noir et blanc qu'on avait fait. Il avait tourné en 16 millimètres couleur pour faire un beau noir et blanc. En fait, c'est une technique qui est intéressante car quand on tourne en couleur, en fait, et on transpose ça en noir et blanc, on peut régler notre noir et blanc selon les couleurs. Il faut voir le noir et blanc comme une sorte d'échelle comme ça. Donc là, le noir, là, le blanc, et entre eux, c'est du gris, et comme un dégradé. Et le rouge dans ce spectre va se trouver à un endroit, le bleu à un autre endroit, le vert à un autre endroit. Et du coup, c'est ça qui va donner notre richesse de noir et blanc dans l'image. Et ce qui va faire que, par exemple, un canapé qui est rouge et bleu, il va avoir du coup la partie rouge qui va être plus dense, la partie bleue plutôt qui va être plus dense, et la partie rouge qui va être un peu plus gris clair. Et à partir de ce raisonnement, on peut créer des noirs et blancs hyper intéressants rien qu'avec un décor. Et c'est un truc qui se faisait énormément à l'époque. Donc on créait des décors qui en soi n'avaient aucun sens colorimétrique. On le voyait nous avec nos yeux parce que il y avait des rideaux violets. On mettait même du rouge à lèvres violet aux actrices. Et du coup, ça leur donnait des lèvres assez charnues et assez belles. Et donc, il y a des photos de décors de l'époque, on peut trouver sur Internet, hyper intéressantes. On voit des décors avec des couleurs farfelues, mais parce qu'en noir et blanc, elles donnaient des choses très intéressantes. Je pense que le monde est ouvert pour ceux qui le veulent et il faut juste taffer, il faut taffer et faire et faire. Si on veut être monteur, on monte. Même si on n'a rien à monter, on va chercher sur Internet des rushs à monter. On demande à des potes s'ils n'ont pas des rushs qu'on peut monter.
Si on est étalonneur, on demande aussi à des rushs, à des potes pour qu'on puisse, s'entraîner. On fait quoi. On fait parce que si on a vraiment envie de faire ça, il y a des milliards d'autres personnes qui ont envie de faire ça et la seule manière de le faire, c'est faire, plus, autant qu'eux, quoi.